3. L'hôpital d'État de Willard, Ovid, New York. En 1865, le docteur Sylvester D. Willard était le médecin général de New York. Il a proposé des hôpitaux publics, notamment pour aider les personnes souffrant de troubles mentaux. Avant les hôpitaux publics et l'aide sociale, les personnes souffrant de troubles mentaux étaient souvent placées dans des hospices pour indigents. Les maisons de pauvres étaient en pleine de personnes considérées comme indésirables. Cela incluait les pauvres et les immigrants récents qui n'avaient ni famille ni amis. Les maisons de pauvres manquaient souvent de professionnels pour aider les personnes souffrant de maladies mentales. Pour dormir et manger dans une maison de pauvres, le résident devait travailler. Malheureusement, la quasi-totalité des maisons de pauvres étaient sous-financées, surpeuplées et cruelles. Les gens étaient mis en isolement, négligés et affamés. Le docteur Willard voulait de meilleures conditions pour les personnes atteintes de maladies mentales. Il pensait que des institutions spécifiques seraient préférables pour traiter les personnes atteintes de maladies mentales. Le gouvernement a approuvé l'idée du docteur Willard en avril 1865. Seulement 6 jours après son approbation, le docteur Willard est mort. Le docteur Sylvester D. Willard n'avait que 39 ans. Néanmoins, l'asile Willard pour les chroniquement fous a ouvert en 1869. La première patiente était Mary Roth. Elle a été transférée depuis la maison de pauvres du comté de Columbia à New York. Elle a passé 10 ans dans la maison de pauvres, majoritairement recroquevillée nue dans le coin de sa cellule. Elle avait été décrite comme déformée et folle. Arrivée à Willard, elle était toujours habillée et avait l'air présentable. Le 9 janvier 1876, près de 7 ans après son arrivée à l'hôpital, Mary Rowe est décédée de la tuberculose. Bien sûr, Rowe n'était pas la seule personne à avoir subi un traitement inhumain dans les hospices et à avoir été transférée plus tard à l'hôpital. Une femme qui avait été envoyée à Willard avait été enchaînée dans une cellule depuis qu'elle était enfant. Un autre patient a été expédié à Willard dans une caisse à poules. La plupart des patients ont été envoyés à Willard pour des raisons telles que la perte d'amis, des problèmes d'affaires, des soucis, le surmenage, la vieillesse, l'insolation, les affaires, l'usage de drogue, la démence et même la masturbation. Il est rapidement devenu le plus grand hôpital psychiatrique des États-Unis. L'intention du docteur Willard était de fournir aux patients un environnement sûr, propre et contrôlé où ils pourraient bien manger et rester physiquement en forme. Mais cela a peu à peu évolué. En 1955, Willard avait 4076 patients et était surpeuplé et sous-staffé. Pour contrôler les patients, on leur donnait des médicaments antipsychotiques. Ils étaient ensuite entassés dans des quartiers exigus. Les patients recevaient une thérapie par électrochoc et étaient arrosés d'eau dans une tentative de les traiter ou de les calmer. Les patients travaillaient dans diverses salles, à la ferme, au jardin, à la couture et à la cordonnerie. Ils devaient nous confectionner leurs habits et maintenir les bâtiments. C'était du travail non rémunéré car ils n'étaient pas payés. Des maladies comme la typhoïde et la tuberculose ravagèrent l'hôpital et il n'y avait pas toujours de place pour isoler les patients atteints de ces maladies. Le personnel a dû effectuer lui-même les chirurgies et les autopsies. Dans les années 70, de nouvelles lois ont été promulguées pour promouvoir les droits des patients et empêcher le travail non rémunéré. Le nombre de patients à Willard a fini par baisser jusqu'à quelques centaines seulement. L'hôpital a fermé en 1995 et les patients restants ont été transférés ailleurs. Pendant qu'il était ouvert, Willard a eu 50 000 patients et près de la moitié de ces personnes sont décédées à l'hôpital. Plus de 5 000 patients ont été enterrés dans un cimetière sur le terrain, mais leurs tombes n'ont pas de pierre tombale ou de nom. Leurs tombes sont marquées par des numéros. Après la fermeture de Willard, les travailleurs ont trouvé des centaines de valises dans le grenier de l'hôpital abandonné. C'étaient celles des patients, la plupart intactes.
Les chercheurs ont étudié les valises et documenté les histoires personnelles des patients qui étaient autrement oubliées. Ces histoires ont été compilées dans le projet des valises de Willard. L'exposition est en permanence à l'affiche au musée de l'histoire du handicap à Buffalo, New York. Beaucoup de gens à Willard ne correspondaient pas aux normes sociétales. Le but du projet était de montrer que ces personnes avaient des carrières, des familles, des passe-temps et des aspirations, tout comme tout le monde. Une des valises appartenait à un homme connu sous le nom de Monsieur Lawrence, arrivé à Willard en 1918. Monsieur Lawrence est né en Europe de l'Est et il collectait de la ferraille pour de l'argent. Il a subi une blessure à la tête et a commencé à boire excessivement. A déménagé à New York et il a travaillé comme nettoyeur dans un hôpital. Il a été envoyé à Willard pour être bruyant, boisterous et prétendre entendre la voix de Dieu. En 1937, il est devenu fossoyeur à Willard et il dormait dans une cabane dans le cimetière. En 1945, M. Lawrence a écrit au surintendant de l'hôpital et a dit qu'en 8 ans, il avait creusé 600 tombes à la main. Il a demandé à quitter l'hôpital. Mais sa demande n'a jamais abouti. Il a vécu le reste de sa vie à l'hôpital. Monsieur Lawrence est mort en 1968 à 90 ans. Il a été enterré dans une tombe anonyme dans le cimetière, parmi beaucoup de tombes qu'il a creusées lui-même. Le terrain fait maintenant partie du campus de traitement de drogue de Willard, avec certains bâtiments encore abandonnés. De nombreux bâtiments abandonnés ont de la peinture écaillée, des sols effrités et du vieux mobilier. Le campus de traitement de drogue de Willard a contacté l'émission TV Paranormal State. Le personnel a vu des apparitions d'une femme qui leur crie dessus. L'émission a fait venir un médium qui a ressenti une colère et une tristesse accablante dans le bâtiment. Il pouvait sentir des gens crier « Laissez-moi sortir !» Selon lui, des esprits actifs étaient bien présents, dont une ex-infirmière revenue pour aider les autres à partir. L'équipe a amené Lorraine Warren à l'ancien hôpital psychiatrique. Warren est une célèbre voyante. Elle et son mari, Ed Warren, enquêtent sur des hantises et des possessions bien connues comme Amityville, Enfield et le cas d'Arnie Johnson. Lorraine a dit à Willard qu'elle entendait des cris de détresse. Elle a dit qu'un démon empêchait les esprits humains de partir. Au cours de leur enquête, l'équipe de Paranormal State a utilisé un équipement appelé une Frank's Box ou une Ghost Box. Ils parcourent rapidement les fréquences FM et AM et on dit qu'ils captent les voix des esprits dans le bruit blanc. Des voix à travers la boîte ont dit qu'il y avait 7 esprits. L'un nommé Lucy et un démon. Le médium a dit que Lucy était morte à l'hôpital en essayant de protéger les patients. Après leur enquête, l'équipe a parlé au surintendant du campus de traitement de drogue de Willard et il a dit que Lucy est un esprit bien connu autour du campus. Quelques jours plus tard, l'équipe de Paranormal State a demandé aux membres de la famille et à l'ancien personnel de l'hôpital psychiatrique de Willard de les rejoindre dans une cérémonie pour honorer ceux qui étaient morts. Il y a eu des visites de l'ancien asile, mais aucune future visite n'est encore prévue. Numéro 2, hôpital Kenmore, Goulburn, Australie. L'hôpital Kenmore a ouvert en 1895. Il est situé sur 75 hectares de terrain à Goulburn, Nouvelle-Galles du Sud. C'était l'une des premières installations de ce genre à ouvrir en Australie. Lorsque l'hôpital a ouvert, il a accueilli 152 patients. Plus de 100 ans plus tard, en 1987, ils avaient plusieurs bâtiments et beaucoup plus de patients. Il y avait 8 salles spéciales pour les patients bruyants et violents. Ces pièces étaient surnommées les salles humides, car les patients étaient arrosés plusieurs fois par jour avec un tuyau. Il y a eu de nombreuses morts tragiques à l'hôpital pendant ces années de fonctionnement.
En 1902, Henry George Bailey était un patient à l'hôpital. Il a été admis pour ses tendances violentes et homicides. Il était attaché à son lit avec des contraintes et le personnel de l'hôpital le vérifiait toutes les 30 minutes. Un jour, à 5 heures de l'après-midi, un accompagnateur est venu le voir et il dormait. À 5h25 de l'après-midi, l'accompagnateur a découvert Henry pendu à un volet de fenêtre. Il s'était fait une corde avec ses contraintes déchirées pour se pendre. En 1908, un patient a tué un autre patient avec une pierre. En 1917, un patient nommé James Claxton est mort par suicide en se pendant à un arbre. 2 ans plus tard, la pandémie de grippe a tué 21 patients. Aussi, en 1919, un homme nommé Alston Paul Broom rendait visite à sa femme Ethel Ann Broom, qui était une patiente à Kenmore. Pendant sa visite, Alston a donné un biscuit à Ethel. Elle est morte dans l'heure suivant l'ingestion du biscuit. Il a été découvert qu'il avait imprégné le biscuit de strychnine, un poison inodore. Une femme nommée Ruby Ethel Craig a témoigné lors du procès d'Alston. Elle a dit qu'elle avait fréquenté Alston parce qu'il avait dit qu'il était célibataire. Elle a finalement découvert qu'Alston était marié et que sa femme était une patiente à l'hôpital Kenmore. Alston a dit à Ruby qu'il divorcerait et l'épouserait. Mais il a fini par tuer sa femme au lieu de divorcer. En 1920, Alston Paul Broom a été reconnu coupable et condamné à mort. En 1922, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le personnel de l'hôpital utilisait la thérapie par électrochoc sur les patients homosexuels. Ils auraient aussi utilisé l'électrochoc sur les résidents pris en flagrant délit de masturbation. En la même année, Richard Sindel, 24 ans, était patient à l'hôpital. Il s'est rendu à l'hôpital pour des symptômes de troubles de stress post-traumatique après la Première Guerre mondiale. Durant son séjour, sa paranoïa s'est accrue, croyant que le personnel le prenait pour cible. Il croyait que le personnel de l'hôpital, surtout le docteur Charles Moffat, complotait contre lui. Sindel a finalement quitté l'hôpital. En décembre 1922, Sindel est retourné à l'hôpital avec un revolver. Il a dépassé 2 infirmières assises près du bloc administratif. Soudain, il s'est retourné et a pointé son arme sur elles. Il a tiré sur l'infirmière Elizabeth Norton à la poitrine. Elle est décédée sur place. Sindel a tiré à nouveau et la balle a fait tomber la casquette de l'autre infirmière. À cet instant, le directeur de l'hôpital se dirigeait vers Sindel. Sindel a tiré sur le directeur mais l'a manqué. Puis le docteur Moffat a couru vers la scène et Sindel lui a tiré dessus 5 fois. Il a toujours raté, mais une balle a touché le bras d'une autre infirmière. Heureusement, elle a survécu. Le docteur Moffat s'est replié dans son bureau pour prendre son arme à feu. Il est revenu, a tiré sur Sindel, mais l'a manqué. Ils se sont poursuivis et ont fini dans le jardin où ils se sont cachés derrière des arbres et se sont tirés dessus. Le docteur Moffat a finalement tiré sur Sindel dans l'avant-bras. Sindel a lâché son arme et s'est rendu. Sindel a affirmé avoir été hypnotisé. Il a dit qu'on lui avait dit de retourner à Kenmore et de tirer sur quelqu'un. Au tribunal, un collègue de Sindel dans l'armée a témoigné que Sindel lui avait dit qu'il allait à l'hôpital avec un pistolet pour tirer sur le docteur Moffat. Sindel avait déclaré que le docteur Moffat l'avait retenu lorsqu'il était hospitalisé, mais Sindel a tiré sur les infirmières parce qu'il voulait tuer quelqu'un de l'institution. L'issue du procès reste incertaine. L'hôpital a nommé une aile en l'honneur de l'infirmière Norton. En 1939, une patiente de 32 ans nommée Monica Scott a heurté sa tête contre une fenêtre et l'a brisée. Elle s'est ensuite tranché la gorge avec un morceau de verre. Le personnel a tous été choqué par son décès horrible. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'hôpital recevait des militaires nécessitant des soins psychiatriques. Dans les années 60, Kenmore comptait plus de 1000 patients.
Un patient a décrit l'hôpital comme une mort vivante parce qu'ils étaient négligés et maltraités. Un employé s'est plaint de l'utilisation excessive de contraintes sur les patients, notamment les camisoles de force. L'hôpital a finalement fermé en 2003 et 77 bâtiments ont été laissés à l'abandon. À l'intérieur, il y a un cabinet de médecins avec du matériel médical, une chambre d'isolement, une chapelle, une morgue, des quartiers d'habitation et un musée. Il y a encore des égratignures d'ongles sur certaines des portes. Les égratignures les plus notables sont sur les portes des salles de bain. L'hôpital Kenmore est aujourd'hui considéré comme l'un des lieux les plus hantés d'Australie. En plus des décès à l'hôpital, il y a un cimetière sur le terrain de l'établissement. Les photographes visitant les bâtiments ont l'impression que quelqu'un se tient derrière eux. Un enquêteur paranormal, qui se fait appeler Bobby C, a capturé sur vidéo une apparition qui sort d'une pièce et tourne la tête vers la caméra. Ensuite, l'apparition s'éloigne de la caméra. Une norme semble ensuite voler en arrière dans la pièce d'où est sortie l'apparition. Les enquêteurs paranormaux ont capturé un phénomène de voix électronique claire ou EVP. Un enquêteur a demandé s'il y avait quelqu'un présent. L'enquêteur a entendu quelqu'un chuchoter Tim à leur oreille. Dans un autre enregistrement, un enquêteur dit « Va vers les lumières. Parlez à cet appareil, il vous entendra. » Puis on peut entendre une voix de femme dire « Quelle lumière ?» Dans la même session électro-voix phénomène, ils ont capturé un homme disant « Je te déteste tellement ». Une autre fois, un enquêteur a dit « C'est agréable et chaud ici ». Puis l'enregistreur audio a clairement capté la voix de l'homme disant « Oui, tous les fantômes se dirigent Noé vers toi. Les enquêteurs ont entendu des enfants rire. Ils entendent souvent des bruits forts, des fouilles et des voix. » Il est courant dans la chasse aux fantômes de demander aux esprits de frapper une fois pour oui et 2 fois pour non. Les enquêteurs poseront une question et attendront d'entendre des coups. Un enquêteur a demandé si les esprits voulaient communiquer par des coups. Il a entendu 5 coups. Puis l'enquêteur a dit « c'est trop de coups » et ensuite il a frappé 2 fois lui-même. Il a entendu 2 coups clairs en retour. Aujourd'hui, les vandales et les explorateurs urbains visitent les bâtiments abandonnés. En octobre 2021, un incendie a détruit l'un des bâtiments de Kenmore. Il y a également eu un incendie dans l'ancienne chapelle. Les portes en cèdre et les vitraux ont été brisés dans la chapelle et le toit est fissuré, donc l'eau s'infiltre quand il pleut. La société propriétaire des bâtiments Kenmore a annoncé son intention de les rénover, mais cela n'a pas encore eu lieu. La communauté locale est contrariée que les bâtiments historiques se dégradent. L'incendie en octobre 2001 a galvanisé le conseil de la ville pour voir si quelque chose pouvait être fait à propos du vandalisme. Le conseil municipal a également déclaré qu'il enquêterait sur la manière dont le propriétaire répond à l'ordre du gouvernement de respecter les normes minimales de réparation et d'entretien numéro 1, pavillon Hôpital Italie. La lagune de Venise est composée de 166 îles et elle se trouve dans le nord de l'Italie. Poveglia est l'une de ces îles non loin de Venise. Aujourd'hui, Poveglia a quelques surnoms comme l'île la plus hantée du monde, l'île des fantômes et l'île de la peste noire. L'île est complètement abandonnée et il est illégal de la visiter. En 1922, un hôpital psychiatrique a ouvert sur Bavalia. Mais avant cela, l'île avait une longue histoire de mort. La première vague de la peste a frappé Venise au milieu des années 1300. Pendant des siècles, la peste réapparaissait périodiquement en Europe. La peste est transmise par des bactéries, surtout via les puces. Les personnes infectées par la peste bubonique avaient des ganglions lymphatiques enflés. Parfois, ils atteignent la taille de pommes. Jadis, on les nommait bubons de peste. Finalement, ils pouvaient saigner et suppurer. Les gens avaient des taches noires sur la peau.
Les gens souffraient aussi de fièvre, frissons, diarrhée, vomissements et douleurs. Il existe une autre souche appelée la peste pneumonique. La peste pneumonique est aéroportée et se propage par des gouttelettes infectieuses qui infectent les poumons. Les choses sont devenues si mauvaises que les corps des victimes de la peste s'empilaient dans les rues italiennes. Comme vous pouvez l'imaginer, l'odeur était insupportable. La peste était si mortelle et incontrôlée que les personnes infectées étaient envoyées en Bavaria pour être mises en quarantaine. Cela incluait les enfants et les bébés. Les médecins menaient les malades à Lille. Les médecins de la peste portaient de longs manteaux, des gants, des bottes et un chapeau à large bord. Ils portaient aussi des masques effrayants ressemblant à un bec. Les masques étaient généralement remplis d'herbe dans une tentative de filtrer l'air. Il y avait une peine de mort à être envoyée à Bovilia. Les autorités devaient également gérer les cadavres. Ils ont donc été envoyés sur l'île avec les malades. Sur l'île, les personnes bien très malades, déjà mortes, étaient brûlées. Leurs cendres étaient jetées dans des fosses communes. Plus de 160 000 personnes sont mortes sur Poveglia pendant la peste. On dit que la majeure partie du sol de l'île est recouverte de cendres et d'os humains. Comme mentionné, des siècles plus tard, en 1922, un hôpital psychiatrique a ouvert sur l'île. Les patients rapportèrent voir des ombres et des fantômes de victimes de la peste. Ils entendaient aussi des gémissements et des chuchotements. Le médecin en chef de l'hôpital a essayé de comprendre la cause des défis psychiatriques du patient. Malheureusement, il a fait cela en expérimentant des méthodes horribles qui torturaient ou tuaient les patients. Il a réalisé des lobotomies en utilisant une perceuse à main ou un marteau et un burin. Il n'a pas utilisé de sanitation ni d'anesthésie appropriée. Après des années de ces expériences, le docteur a commencé à voir des esprits lui-même. On croit que le fantôme l'a conduit à la tour de la cloche d'où il est tombé. Ils ont survécu à la chute. Il a creusé le sol et a vu un renard à proximité. Ensuite, le docteur s'est étouffé et est mort. On croit maintenant que le fantôme du docteur hante l'île. À un moment donné, le clocher a été transformé en phare. Pourtant, les habitants entendent encore les carillons de l'île abandonnée. On dit que le fantôme du docteur fait sonner le téléphone. L'hôpital a fermé ses portes en 1968. Aujourd'hui, il est illégal de visiter l'île sans permis gouvernemental. Ceux qui finissent par visiter l'île ont signalé des événements étranges. L'une des entrées de l'hôpital abandonné vous oblige à ramper à travers un crématorium. Les gens rapportent voir des ombres sur les murs qui les suivent pendant qu'ils explorent. Certains se font même griffer et bousculer. Les gens voient l'esprit de la petite Maria qui est probablement morte pendant la peste il y a des centaines d'années. On la voit se promener sur l'île en pleurs. Il y a aussi un esprit nommé Pietro qui a 2 jambes amputées. De son vivant, il faisait la course en fauteuil roulant dans l'hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, on entend son fauteuil roulant fantôme dans les couloirs d'un hôpital abandonné. Federico est un esprit qui rit. Il y a aussi un esprit d'une femme qui a l'air terrifiée. Les gens pensent qu'elle a peur du médecin qui a effectué des expériences médicales sur les patients à l'hôpital. Les visiteurs ont également signalé avoir vu des yeux humains dans l'eau autour de l'île et des visages dans les fenêtres de l'hôpital abandonné. Une famille a obtenu un permis pour visiter l'île car ils étaient intéressés à l'acheter. Mais ils sont partis en pleine nuit parce que le visage de leur fille a été déchiré par quelque chose. Elle a eu besoin de 14 points de suture. Des équipes de construction ont récemment tenté de restaurer l'ancien hôpital, mais elles ont soudainement arrêté sans explication. Les habitants pensent que les esprits sombres de l'île les ont chassés. L'équipe de la série télévisée Ghost Adventure a visité l'île en 2009.
Zach Bagans, l'enquêteur principal, aurait été en partie possédé par un démon. Il s'est emporté avec colère contre les autres enquêteurs. En quittant l'hôpital abandonné, il a eu l'impression qu'un voile noir lui avait été retiré. L'équipe d'enquête sur les fantômes a dit qu'il sentait une odeur de brûlé en visitant le champ où les corps ont été brûlés. En 2016, 5 hommes du Colorado ont pris un taxi d'eau pour se rendre à l'île du Pavillon pour y passer la nuit illégalement. Un marin les a entendus crier pendant la nuit et a cherché de l'aide. Les pompiers ont trouvé les hommes sur l'île dans un état de choc et de panique. Les hommes ont dit qu'ils avaient vu et entendu des fantômes. Bien que l'île de Poveglia soit interdite à la visite sans permis, une île voisine, avec un ancien hôpital psychiatrique, est ouverte aux visiteurs. San Servolo est également dans la lagune de Venise et a servi d'institut pendant 250 ans à partir de 1725. Maintenant, c'est un musée dédié à l'histoire de l'hôpital psychiatrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous l'avez trouvé intéressant. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous. Nous aurons une nouvelle vidéo sur le paranormal chaque semaine. Si vous découvrez cette chaîne, jetez un œil à notre autre chaîne Criminellement Répertoriée. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes étranges, mais vrais. Vous pouvez le trouver sur la chaîne YouTube Criminellement Répertoriée. Nous avons également un podcast sur les affaires non résolues qui ont finalement été résolues, appelé Criminellement Répertorié présente dans le meurtre. Retrouvez-le sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir regardé. Au revoir.